Côte d'Ivoire a battu le Mali 3-1 hier à Bouaké à l'issue de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018. La Côte d'Ivoire occupe la tête de sa poule, suivie du Maroc et du Gabon, et en dernière position le Mali. Seul le premier de cette poule sera qualifié. Journée mondiale de la Poste, l'État ivoirien a entrepris depuis quelques années de redynamiser le secteur postal national. Cette journée vise à montrer l'importance des services postaux pour tout pays. À quelques heures du second débat Clinton-Trump, le candidat républicain voit ses soutiens faire défection un à un, notamment le très influent sénateur John McCain, depuis la révélation de propos sexistes qu'il a tenus en 2005. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour l'actualité sur RTI 1. Aujourd'hui dimanche, nous ferons une incursion dans la commune de Koumassi, zone sud du district d'Abidjan. Une commune qui se noie sous les eaux usées, les problèmes de voirie, la dégradation des infrastructures. Les populations n'en peuvent plus et appellent à l'aide. Pour la mairie, elles sont en partie responsables de tous ces problèmes. Le maire de la commune de Koumassi, Raymond Doyi, est avec nous. Et dans une trentaine de minutes, nous ferons un état des lieux de sa commune avec surtout des solutions. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Fatou. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. 3-1, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les aigles du Mali pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Russie 2018. La rencontre s'est jouée hier au Stade de la Paix à Bouaké. Sébastien Ogna. Début de partie difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 18e minute, mauvaise communication entre Eric Bailly et Sylvain Bowo. Mustapha Yatabaré ne laisse pas passer l'occasion. Le Mali mène 1-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire se remettent à Jonathan Kodja. Sa frappe est bien appuyée. Omar Sissoko reste impuissant. Côte d'Ivoire 1, Mali 1. 31e minute, cette fois, c'est Serge Aurier. Sa frappe est mal renvoyée par Salif Koulibaly. Le Mali est puni, l'autogol est inévitable. Côte d'Ivoire 2, Mali 1. 34e minute, la souffrance des aigles du Mali s'accentue. Yao Kwasi Gervais en est l'auteur. La Côte d'Ivoire mène 3-1. Aucun but ne sera inscrit en deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire s'impose 3-1. Elle commence sur une bonne note. Le troisième et dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018. Que le Mondial de football se prépare, les médailles des Jeux Olympiques se célèbrent. La première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue à Kpakpekou, le village natal de Ruth Bagby, à une dizaine de kilomètres de Gagnoa. Un village fier de sa championne qui a remporté le bronze à Rio de Janeiro. Mahama Traoré et Abiba Dambélé. C'est dans une liesse populaire que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie ce vendredi après-midi à Kpakpekou, village situé à une dizaine de kilomètres de Gagnoa. Village dont est originaire sa filleule Ruth Bagby, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Fort de cet exploit, Ruth a été reçue dans la pure tradition bété avec le djezé. Rituel auquel a droit tout guerrier à son retour d'une bataille victorieuse en pays bété. À l'endroit de la première dame qui lui a fait l'honneur d'une visite, le village de Kpakpekou a su témoigner sa reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons notre maternité qui est en construction et tout le village ici a décidé que cette maternité porterait votre nom. Nous voulons vous faire première dame de Kpakpekou. En tout cas, nous sommes heureux. Vous voyez tout le monde ici heureux, moi encore plus. Bien plus qu'une visite de courtoisie, la première dame a signifié aux populations de Kpakpekou l'objet réel de sa présence. C'est avec une grande joie que j'accompagne Ruth auprès des siens afin de remettre à ses parents la médaille qu'elle a brillamment remportée aux Jeux Olympiques de Rio et qu'elle m'a si gentiment dédiée au moment de la victoire. Elle est aussi accompagnée par son frère Cheikh Cissé, qui a remporté une médaille d'or à ces mêmes Jeux. Ils sont tous les deux des exemples pour notre jeunesse et il me tenait à cœur de venir partager ce moment de joie avec vous. Je tiens à vous féliciter également, chers parents, pour les valeurs de courage et de persévérance que vous avez inculquées à votre fille.
Malgré son jeune âge, Ruth fait maintenant partie de l'histoire de son pays et c'est en grande partie grâce à vous. Ce passage de la première dame à Akpapékou ne sera pas oublié de sitôt par les populations. Elles ont reçu 40 millions de dons en matériel agricole, sanitaire et en vivres, en plus de 6 millions de francs en espèces. Direction Washington aux États-Unis pour l'ouverture officielle des assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan est de la partie. Le reportage est signé Adama Koné. Le monde économique est à la réflexion. Les assemblées annuelles 2016 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se sont officiellement ouvertes ce vendredi à Washington, dans la capitale américaine. Ce sont environ 10 000 chefs de gouvernement, ministres, experts et spécialistes du milieu économique et du développement qui sont réunis. Pour refaire le point d'abord des relations en chacun des pays et ces deux institutions, Fonds monétaire international et Banque mondiale, mais aussi rencontrer les autres collègues de façon à pouvoir, disons que, développer les relations entre pays, mais aussi c'est l'occasion pour la plupart donc, des hommes d'affaires, mais aussi donc, des financiers internationaux, de rencontrer sur le même endroit la plupart donc, des financiers ou des économistes internationaux des pays, de façon à pouvoir donc, développer les relations entre leurs institutions et chacun des pays concernés. À la tribune de la cérémonie d'ouverture, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a insisté sur deux faits. D'abord, l'investissement dans l'éducation. Car pour son institution, la formation et la qualité des ressources humaines doivent précéder le développement. Insistant à souhait sur la scolarisation de la jeune fille. Ensuite, la directrice du FMI a indiqué que la croissance économique doit être inclusive, donc bénéfique, aussi bien aux États, aux investisseurs, aux entreprises qu'aux populations. Une croissance économique qui d'ailleurs est en perte de vitesse dans le monde. En 2016, le FMI prévoit une croissance modérée de 3,1% qui doit rebondir en 2017 à 3,4%. Pour y parvenir, l'institution de Bretton Woods recommande que les pays utilisent tous les leviers de la politique économique, à savoir le budget, la monnaie et la structure de l'économie. Faut-il le rappeler, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se tiennent 2 années de suite dans la capitale fédérale américaine, à Washington donc, et la 3e année dans un pays membre. Depuis 1947, c'est en 1973 que l'Afrique a abrité ses assises, et c'était précisément dans la capitale kenyane, à Nairobi. Ce 9 octobre, le monde célèbre la journée de la Poste, une journée instituée par l'Union postale universelle pour montrer l'importance des services postaux pour tout pays. L'État ivoirien a initié ces dernières années plusieurs réformes en vue de redynamiser le secteur postal national. Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame. Aller au-delà des missions traditionnelles que sont la collecte, l'acheminement et la livraison des colis, paquets et courriers, à l'aide de mécanismes innovants et surtout du numérique. Voici le défi majeur à relever par le secteur postal mondial pour s'adapter aux nouvelles exigences du consommateur. La problématique était au cœur du 27e congrès postal mondial qui s'est achevé ce samedi en Turquie. Et les résolutions de ces assises augurent d'un lendemain meilleur pour la Poste. À l'issue de ces assises, l'on retrouvera une Poste encore plus orientée vers les solutions numériques qui sont devenues incontournables, mais également une Poste de plus en plus active dans la promotion de l'inclusion financière, dans le rapprochement de l'administration avec les administrés, dans la fourniture de prestations de services utiles aux citoyens dans leur cadre de vie de tous les jours. L'État ivoirien ne se met pas en marge de ces mutations que le secteur postal doit connaître. Depuis octobre 2013, une nouvelle loi postale est en vigueur en remplacement de celle de 1976, loi qui consacre la libéralisation de ce secteur, autrefois monopole d'État. La société d'État La Poste de Côte d'Ivoire bénéficie également d'un plan de redressement. Grâce au soutien de son actionnaire, l'État de Côte d'Ivoire, La Poste de Côte d'Ivoire s'est engagé dans un vaste programme d'innovation et de lancement de nouveaux produits et services. Ces efforts se poursuivront et chacun retrouvera progressivement une Poste plus moderne et plus accueillante, une Poste plus efficace, une Poste plus résolument au service de sa clientèle et des populations ivoiriennes.
La journée mondiale de la poste a été instituée en 1969 à Tokyo, au Japon, une journée qui marque la date anniversaire de l'Union postale universelle UPU, qui totalise à ce jour 142 années d'existence. Poste qui se met à l'ère des nouvelles technologies, et ces technologies, elles, seraient nocives pour la santé selon certaines études. En cause, les ondes électromagnétiques émises pendant leur fonctionnement. La solution, un objet pour se protéger des ondes, et il vient tout juste d'être créé. Massokone et Patricia Omoitia. 16 millions de personnes ont un téléphone mobile en Côte d'Ivoire, selon le ministre ivoirien de la Poste et des TIC. Et bon nombre de la population utilise d'autres appareils électroniques tels que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Des appareils que nous utilisons quotidiennement et qui émettent des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur la santé des personnes qui y sont exposées, même si aucune étude ne le démontre clairement. Selon certaines recherches, leurs effets directs sur l'organisme peuvent être des rayonnements électromagnétiques, à savoir fatigue, tension musculaire, perte d'énergie, stress, insomnie. L'OMS demande donc de respecter le principe de précaution. Face à ce risque, un objet a été conçu. Son utilisation relativement simple permet de réduire considérablement les effets des ondes émises par différents appareils électromagnétiques. Égalité homme-femme, une notion essentielle dans le monde du travail. Les inspecteurs du travail sont en réflexion. Ils veulent faire de l'égalité du genre une réalité en milieu professionnel. Grâce Kando. Les femmes sont les plus nombreuses dans les emplois faiblement rémunérés et sous-représentées dans les postes décisionnels. C'est le constat fait par le Bureau international du travail, BIT. Pour changer la situation des femmes, de nombreuses actions sont entreprises. Les inspecteurs du travail sont en réflexion pour la prise en compte du genre dans le domaine du travail. Lorsqu'on veut voir les aspects de discrimination, les aspects d'inégalité entre les hommes et les femmes, on ne le trouvera jamais dans les textes. Mais c'est quelque chose d'assez insidieux, d'assez pernicieux. Et donc nous essayons de voir comment, à partir des aspects culturels, socio-économiques au niveau de nos États, et comment faire en sorte de pouvoir réduire cet écart qui existe entre les hommes et les femmes. Au sortir de cette rencontre, nous espérons que nos inspecteurs du travail auront les outils, les instruments nécessaires pour sensibiliser les entreprises, pour les aider à comprendre la nécessité d'impliquer davantage les femmes à toutes les activités et à tous les niveaux. La rencontre va aussi permettre aux inspecteurs et inspectrices du travail d'acquérir une meilleure connaissance du genre. Ça leur permettra, nous l'espérons, par exemple, de mieux examiner l'égalité des rémunérations dans les entreprises ou la participation des femmes aux postes de responsabilité dans les entreprises. Quel outil d'inspection pour la non-discrimination et l'égalité de genre? L'égalité entre les hommes et les femmes, une bonne affaire. Autant de thématiques qui seront débattues par les participants. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, cette égalité homme-femme est encore loin d'être une réalité. Les journées de l'entrepreneuriat féminin veulent corriger cette situation. La deuxième édition vient de se refermer et il en ressort entre autres la création d'une maison des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, un centre incubateur pour la formation et le renforcement de leurs capacités. Juliette Ouéa. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire visiblement satisfaites de leur participation aux deuxièmes journées de l'entrepreneuriat féminin. Ça nous a permis d'avoir des contacts, puis ça nous a permis aussi de partager avec nos sœurs qui ont déjà l'expérience. Celles qui ont déjà réussi l'entreprise, qui sont des leaders, elles nous ont enseigné. Je suis sortie très satisfaite. J'ai appris beaucoup des autres. Également, j'ai vu la détermination de la CGI à pouvoir aider les femmes ivoiriennes à sortir de la pauvreté et également à créer de l'emploi. Au nombre de leurs recommandations, la mise en place d'un fonds initial pour le démarrage de leurs activités et la création d'une maison des femmes entrepreneurs pour leur formation et autres coachings. Des requêtes que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, initiatrice des journées de l'entrepreneuriat féminin, s'engage à exécuter. Il y a eu pas mal d'engagements concrets, pas mal d'approches concrètes
avec des propositions qui peuvent être utilisées immédiatement. C'est aux femmes de prendre leur destin en main. Et nous, à la CCI, tout ce qui est en notre pouvoir, nous le ferons afin de créer un environnement propice au développement de l'entrepreneuriat féminin. D'autres structures, dont le ministère de l'économie numérique, ONU Femmes et la Banque africaine de développement, ont également promis de soutenir les dirigeantes de petites et moyennes entreprises pour faire prospérer leurs affaires. Prochain cap, l'édition 2017, avec une toute autre perspective. L'entrepreneuriat s'invite dans la gestion des écoles. Les chefs d'établissement, les directeurs d'études et directeurs d'écoles de la région de Gbeke ont tous reçu une formation. Il s'agit pour eux d'inculquer la notion de l'entrepreneuriat aux écoliers et aux élèves afin de faciliter leur insertion professionnelle. Hassan Khan et Amadou Ouattara. Permettre aux écoliers et aux élèves d'être autonomes et responsables, d'où le sens de l'entrepreneuriat scolaire dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Cela dans la perspective de faciliter l'insertion des apprenants après leurs études. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale. À Bouaké, les acteurs du système éducatif de la région de Gbeke et leurs partenaires professionnels ont reçu une formation sur le projet pilote de l'entrepreneuriat à l'école. 2500 écoles sont concernées au titre de l'année scolaire 2016-2017. Il a été convenu de passer à la seconde phase. Une phase qui passe de l'expérimentation réduite à 22 écoles à une phase légère de généralisation à environ plus de 200 écoles. Et cela parce que la première phase a montré des résultats intéressants. Pour mettre en œuvre, il faut des meilleurs enseignants dans la mesure où l'entrepreneuriat à l'école prend appui sur des compétences. Il est important de rappeler que l'éducation à l'entrepreneuriat n'est pas une nouvelle discipline à enseigner dans les classes. C'est une pratique qui va se dérouler du préscolaire à la fin du cycle du secondaire en passant par celui du primaire. Elle contribue à la construction de la personnalité entreprenante de l'enfant au fin de faire de lui un véritable acteur du développement. À quelques semaines de la COP22, une vingtaine de ministres africains s'engagent à réduire la vulnérabilité de l'agriculture africaine au changement climatique. Ils se sont rencontrés à Marrakech au Maroc. En pole position, la mobilisation de ressources technologiques et financières destinées au continent. Lancine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. L'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine vise à réduire la vulnérabilité de l'agriculture africaine au changement climatique. Cette rencontre de Marrakech a permis de partager les solutions et les bonnes pratiques agricoles pouvant être étendues à l'ensemble du continent. Pour nous, il faut positionner le secteur agricole dans la place qu'il mérite au sein du débat sur le changement climatique. Nous avons des plans, des projets qui sont au stade expérimental, qui ont commencé pour voir dans quelles conditions nous pourrons produire du cacao avec zéro déforestation. Cette rencontre marque également la mobilisation de la communauté internationale en faveur d'un financement optimal. L'initiative peut compter sur la grande dynamique que connaît la coopération Sud-Sud aujourd'hui et le rapprochement entre États africains. Nous espérons qu'au cours de la COP22, l'agriculture sera au cœur même des solutions portant sur les mesures d'adaptation ou d'atténuation du changement climatique. Lancée en avril 2016 au Maroc, l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine est née du constat que le continent africain est peu pris en considération dans les négociations internationales et dans l'allocation des fonds climat. La COP22 aura lieu du 7 au 18 novembre prochain à Marrakech. Ici en Côte d'Ivoire, la campagne de commercialisation du cacao a été lancée le 6 octobre dernier dans les régions du Guémont et du Cavali. Le prix d'achat à Borchamp du cacao a été fixé à 1100 francs CFA. Les acheteurs qui seraient tentés de ne pas le respecter ont été mis en garde. Les producteurs, eux, ont été invités à maintenir le label du cacao régional qui vaut une reconnaissance nationale aux producteurs locaux. Hervé Blé. Une campagne de commercialisation du cacao dans la région du Guémont et du Cavali, respectant les dispositions arrêtées par le Conseil Café Cacao, c'est l'engagement du secrétaire général 1 de préfecture de Diokwe. À l'ouverture de la campagne de commercialisation du cacao, le représentant de Sori Sangaré, le préfet de région,
a mis en garde tout acheteur véreux qui ne respectera pas le prix d'achat à bord champ fixé à 1100 francs CFA par le président Alassane Ouattara. Bamba Ismaël de la direction du conseil du café cacao a lui expliqué aux producteurs les avantages de la péréquation du transport mise en œuvre par le conseil au cours de la présente campagne. La péréquation de transport vient régler une inégalité qui existait. Nous avions auparavant un coût de transport unique, quelle que soit la provenance. Aujourd'hui, nous avons corrigé cette situation inégale en appliquant maintenant le véritable tarif à chaque zone de provenance du chargement. L'amélioration de la qualité du cacao dans la zone et aussi ses bons résultats, une fois de plus au plan national, ont été célébrés. Dans la région du Guémon et du Cavali, qui a produit 160 000 tonnes de cacao, la campagne écoulée, la qualité du cacao s'est améliorée, passant de 11% de sous-grade en 2014-2015 à 9% au cours de cette même campagne. Lutte contre la contrefaçon et le piratage des œuvres artistiques. À Bobo-Belleville, le Comité national de lutte contre la contrefaçon a fait une importante saisie de CD piratés et de matériel informatique servant à leur gravure. 4 présumés pirates ont été interpellés et conduits à la brigade de gendarmerie d'Abobo. Hermaniamia. 11 tours de duplication des CD, 150 graveurs et plusieurs matériels informatiques saisis dans une cour à Bobo-Belleville. C'est une action du Comité national de lutte contre la contrefaçon. À travers cette opération, cette structure nouvellement créée par l'État entend donner un signal fort à tous ceux qui s'adonnent au piratage des œuvres artistiques. Il s'agit essentiellement de près de 2000 CD. L'élément le plus important dans cette saisie, c'est le matériel de duplication. Voyez-vous, ce laboratoire a été installé dans une cour commune à Bobo-Belleville. Et nous sommes convaincus qu'il y a encore plusieurs laboratoires de ce type qui existent. 4 pirates ont été interpellés lors de cette opération. Conduits à la gendarmerie d'Abobo, ils vont répondre de leurs actes devant les juridictions. Selon le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon, le propriétaire de l'unité de duplication des CD piratés est toujours en fuite. Il demande donc la collaboration des populations afin de freiner ce fléau. Il faudrait que chaque Ivoirien refuse d'acheter des CD pirates. Voyez-vous, c'est parce qu'il y a des acheteurs qu'il y a des vendeurs. Mais si nous refusons, si nous boycottons tous ces CD pirates, je pense que ces pirates là vont chercher à faire autre chose, vont changer de métier. Avant ce coup de filet, le Comité national de lutte contre la contrefaçon avait déjà mené une opération similaire. Elle a permis l'arrestation de 2 individus et la saisie de plusieurs matériels informatiques. La nouvelle loi de programmation militaire 2016-2020 a permis d'importantes réformes institutionnelles et structurelles au niveau de la gendarmerie nationale. Cette force est désormais scindée en 3 unités. La gendarmerie territoriale, mobile et les unités spécialisées. La 3e Légion mobile a été officiellement installée. Sa mission est de relever les nouveaux défis sécuritaires de la Côte d'Ivoire. Accident de la route à quelques kilomètres de Korogo. Un car de transport en partance pour Abidjan s'est retrouvé nez à nez avec une moto. Le contact a été mortel. Les 2 occupantes de la moto ont perdu la vie. Bientôt, des centres culturels intégrés dans chacun des 13 chefs-lieux de district. Le ministère de la Culture et de la Francophonie veut ainsi relancer les activités culturelles dans tout le pays. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a visité le site du futur centre culturel intégré de la ville de Mans. Herboué. Une clôture bien visible et au-delà des montagnes offrant une belle vue panoramique. Un de ces paysages dignes de cette belle région touristique. Une vue qui ne laisse pas indifférent l'hôte d'un jour, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman. Présent en ces lieux, non pas pour une parade touristique, mais pour constater de visu la sécurisation du site du futur centre culturel intégré de Mans. Et cette clôture en cours de finition le prouve. Le centre culturel intégré, un projet du gouvernement pour faire face à l'insuffisance des infrastructures culturelles sur l'ensemble du territoire. 13 villes de l'intérieur sont concernées par ce projet. À Mans, c'est le quartier de Blocos CHR qui accueillera ce palais de la culture. Ce sera
à l'image du palais de la culture d'Abidjan. Et ce palais est un centre culturel intégré dans la mesure où plusieurs structures culturelles vont se regrouper sur un seul site. 3 hectares pour une grande salle de spectacle, une salle de cinéma, une bibliothèque, une médiathèque, un musée, un restaurant. Un projet tout en un. Une bonne nouvelle pour artistes et promoteurs de spectacles de la région du Tompi et des régions voisines. Le premier magistrat de la ville exprime la reconnaissance de sa population. Après donc l'acquisition et la sécurisation du site, restent les étapes de la construction et de l'équipement. Mais, en entendant la sortie de terre de cette belle innovation, la direction régionale de la culture et de la francophonie de Mans, quant à elle, après des années de service dans des bureaux inadéquats, déménagera bientôt dans des locaux plus adaptés. L'opposant gabonais Jean Ping ne reconnaît toujours pas la réélection du président Ali Bongo. Alors que tous ses recours sont épuisés au Gabon, Jean Ping se tourne vers la diaspora en Europe et aux États-Unis. Il lui demande de coordonner et de discipliner son action à travers une structure qui sera baptisée Conseil gabonais de la résistance. Il promet saisir Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits de l'homme pour des faits d'arrestation arbitraire, d'exaction ou encore d'assassinat. Des accusations démenties par le pouvoir qui, lui, a déjà saisi la CPI pour incitation à commettre un génocide et crime contre l'humanité. La chancelière allemande entame ce dimanche un voyage de 3 jours sur le continent africain. Angela Merkel se rend au Mali, au Niger et en Éthiopie avant de recevoir mercredi à Berlin les présidents du Tchad et du Nigeria. Cette semaine africaine est placée sous le signe de la lutte contre l'immigration clandestine. À quelques heures du second débat Clinton-Trump, le candidat républicain voit ses soutiens faire défection un à un depuis la révélation de propos sexistes qu'il a tenus en 2005. Des déclarations tellement machistes et vulgaires qu'ils ont déclenché une tempête. Résultat, Donald Trump a vu fondre ses soutiens ces 48 dernières heures, y compris parmi les ténors républicains, dont le très influent sénateur John McCain. Retour ici en Côte d'Ivoire où l'Office national de la population ONP veut mettre en place un observatoire national pour le suivi démographique, un outil de mesure des indicateurs sur les populations afin de donner des informations justes aux décideurs pour des politiques de développement adaptées. Herman Yamia. L'Observatoire national pour le suivi du dividende démographique qui va bientôt voir le jour est un outil de mesure des indicateurs sur la population pour permettre aux décideurs de disposer d'informations fiables afin de mieux planifier le développement. C'est un outil qui sera un outil riche en indicateurs qui va permettre la prise de décisions surtout, vulgariser les bonnes pratiques dans les régions. Il s'agit de pouvoir mesurer tout ce qui est phénomène démographique par région, voir les enjeux dans le pays et dans ces régions, trouver des solutions idoines qui vont leur permettre de mieux se développer. Plus la population est jeune, moins l'État a les moyens de pouvoir les prendre en charge et moins la production nationale est à la hauteur espérée. Et donc pour parer aux effets négatifs de la paupérisation, l'État de Côte d'Ivoire a obtenu de la Banque mondiale un financement qui, sur 4 ans renouvelables, permettra d'accélérer la transition démographique et donner un cadre de vie plus agréable à nos populations. La réduction de la mortalité maternelle, l'accès aux médicaments dans les zones les plus reculées du pays sont, entre autres, des questions auxquelles le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA attache du prix. La Côte d'Ivoire a un ratio de mortalité maternelle très élevé, 614 pour 100 000 naissances vivantes. Et pour adresser cette problématique, nous avons dans le plan national de développement plusieurs axes, et parmi lesquels une approche centrée sur la révolution contraceptive. Le projet régional Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède, est une initiative financée par la Banque mondiale en coordination avec l'UNFPA qui cible 6 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Bienvenue dans le magazine de ce dimanche. Je vous présente tout de suite notre invité, c'est le maire de la commune de Koumassi, Raymond Ndoye. Rebonjour monsieur le maire. Bonjour Fatou. Comment va aujourd'hui Koumassi? À combien de pourcents on peut évaluer le niveau de dégradation des voiries et des infrastructures de la commune, monsieur le maire? Pour être sincère avec vous, je vous dirais que Koumassi va mal. Nous sommes à un niveau de dégradation tel que ça devient inquiétant.
Et c'est pour cela que nous sommes montés au créneau avec la RTI pour présenter certains aspects de ce que nous vivons. Parce que moi-même, habitant Koumassi, et avec les populations, nous avons atteint un niveau inquiétant de dégradation des infrastructures en matière d'assainissement et en matière de voirie. Et véritablement, c'est un cri de cœur que nous voudrions lancer. Et je pense que ce problème trouve son origine dans la configuration même de Koumassi. Alors, monsieur le maire, avant de parler des origines du problème, notre équipe de reportage s'est rendue dans votre commune, précisément au quartier d'Ivo. Nous allons suivre ensemble leurs constats et on va se retrouver juste après pour échanger sur ce plateau. On est fatigué avec l'eau des cas. Aujourd'hui, maintenant, c'est débordé. Ça sort même dans nos maisons. Il faut qu'une solution soit trouvée séance tenante. Parce que ce quartier-là se meurt, cette cour-là se meurt, les gens de cet endroit se meurent. Réaction bien compréhensible. Voici l'état du quartier d'Ivo, à Koumassi, où vivent ces dames quand vient la saison des pluies. Des difficultés à se déplacer, mais pas que. Cette eau sale est une vraie menace pour la santé des habitants. Les conteneurs de la soda ici se trouvent dans les eaux usées. Comment peut-on boire ça? Et depuis un certain moment, c'est la diarrhée, c'est les vomissements, c'est la fièvre typhoïde qui bat son plein. Un calvaire qui dure depuis 4 années. Interrogés sur les causes, les victimes accusent. La plupart des habitants de Sopim et 147 ont construit sur les égouts. Ce qui fait que la soda ici n'arrive pas à travailler convenablement. On a fait appel à la mairie et tout, ils viennent, mais bon, il n'y a pas de suite. Tantôt les propriétaires de domicile, tantôt la SODECI, tantôt l'ONAD à l'Office national de l'assainissement et du drainage, quelquefois mis en cause le maire de Koumassi. Visiblement, les cris de détresse des populations et notre présence font bouger les choses. On peut apercevoir le camion-citerne de l'ONAD qui fait son entrée dans le quartier. Les gens qui ont acquis les maisons de l'opération immobilière Sopim ont fait des extensions de leurs concessions et ces extensions-là ont emprisonné le réseau d'eau usée. La résolution en profondeur de ce problème-là, l'ONAD a déjà engagé une opération dans laquelle on envisage de libérer toute l'emprise du réseau qui est occupé. Et c'est une opération qui est prévue pour démarrer même la semaine prochaine. La fin du cauchemar, c'est peut-être plus loin. Les populations disent avoir le regard tourné vers les autorités. Mais en attendant, on se déplace comme on peut et les plus chanceux restent ceux qui sortent les grands moyens. Monsieur le maire, on a pu le voir, la situation est intenable. Comment et pourquoi Koumassi en est arrivé jusque-là aujourd'hui? Je voudrais vous dire que Koumassi, dans sa configuration, même pose problème. Koumassi est un terrain plat, sans dénivelé. Koumassi s'est construite de façon un peu en désordre, avec des remblais par-ci, par-là, et sans un véritable plan d'assainissement. Il faut ajouter à cela que l'incivisme des populations a encouragé ce phénomène et nous avons donc, au niveau du conseil municipal, créé des services pour rentrer dans les maisons, pour sensibiliser les uns les autres. Voyez-vous, quand les populations branchent les fosses septiques sur les routes, dans les caniveaux, ça ne peut que créer des dégradations comme celles auxquelles nous assistons. Il faut dire aussi que la crise n'a pas facilité les choses. Vous savez, la crise a eu pour conséquence d'abord de ne pas pouvoir entretenir les réseaux pendant une bonne période, puisque l'État était occupé à d'autres priorités. La crise a eu aussi pour conséquence l'incivisme des uns des autres. Aujourd'hui, vous avez non seulement ceux qui utilisent les trottoirs comme commerce, vous avez ceux qui s'attaquent au réseau électrique en coupant les fils pour mettre les quartiers dans l'obscurité et pouvoir opérer nuitamment. Vous avez aussi ceux qui s'attaquent aux édifices publics dès lors qu'il y a un petit mécontentement. Et tout cela conjugué fait que véritablement Koumassi est dans un état piteux. Mais cela aussi commence à trouver solution parce que depuis l'avènement du quartier d'Ivo, dont les origines vous ont été expliquées, nous avons avec la direction de l'ONAD et la direction de la SODECI entrepris une collaboration très active
et qui a eu pour effet de détruire les maisons en cause. Nous continuons ce travail. Nous allons déboucher toutes les canalisations en dallage sous voie qui sont obstruées par des pneus, par des mortiers, par des pilons, tout objet qu'on n'a pas le droit de trouver dans un caniveau ou dans un égout et qui malheureusement s'y trouve par la mauvaise foi des habitants. Donc ce sont toutes ces choses qui nous ont conduit à cet état de fait et que nous nous employons avec l'appui du ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement à gérer. D'accord, parlons du ministère. Il y a une convention qui a été signée entre ce ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de Koumassi, au-delà de l'aspect du quartier d'Ivo que nous venons de voir? Vous permettrez d'abord que je rende hommage au gouvernement qui a eu une grande vision en créant un ministère à part entière pour se charger des questions d'assainissement et de salubrité. Et la ministre, dès qu'elle a pris fonction, sa première réaction, c'était de convoquer tous les maires et de s'entendre sur un minimum de collaboration. Et de discussion en discussion, nous avons donc abouti à la signature de cette plateforme. Pour nous, c'est la bouée de sauvetage auquel tous les maires doivent s'agripper. Et déjà, en ce qui concerne Koumassi, maintenant la ministre m'a rassuré que le CDD a pris en compte le plan d'assainissement de Koumassi et que les travaux vont bientôt démarrer. Mais cela ne suffira pas tant que nous n'aurons pas changé de comportement. Et c'est pour cela que je voudrais interpeller ici les populations pour leur demander d'avoir du respect pour leur environnement, pour leur demander d'avoir un comportement éco-citoyen, pour leur demander de faire en sorte que les eaux usées ne traînent pas dans les rues pour abîmer les voies. Et de faire en sorte effectivement que tout ce que nous avons comme édifices publics, nous puissions les protéger. L'exemple le plus frappant que je vais vous donner, nous avons entrepris une opération de déguerpissement au grand campement de Koumassi. Pourquoi? Parce que la bordure lagunaire est devenue un dépotoir. Et il nous fallait aussi trouver un espace pour pouvoir permettre au ministère de la Défense, qui l'a sollicité, d'avoir une caserne de sapeurs-pompiers. Cette opération a été bien menée, il n'y a pas eu de blessés, mais en représailles, la population allait casser un collège que nous étions en train de construire pour elle, dans ce quartier. C'est elles qui sont encore les victimes. Et malheureusement, ils viennent me demander pardon. J'ai dit, mais vous avez cassé votre propre collège, vous me demandez pardon. Il faut permettre que les travaux se poursuivent. S'ils permettent que les travaux se poursuivent, nous allons continuer. Sinon, on aurait investi plus d'une soixantaine de millions pour rien. Et bien évidemment, quand c'est comme ça, c'est les maires qu'on accuse. Nous faisons notre part. Je pense que l'État fait sa part en permettant que des structures comme l'ONAD, la Société d'assainissement, s'intéressent à notre quotidien. Mais... Monsieur le maire, vous l'avez dit, hein, les populations ont certes leurs responsabilités, mais qu'est-ce que concrètement la mairie fait sur le terrain quand, par exemple, des commerçants justifient leur présence sur les trottoirs ou dans le domaine public par le fait qu'ils paieraient des taxes à la mairie? Non, le fait de payer une taxe ne donne pas le droit de s'installer. C'est vrai, quand les commerçants sont là, que les collecteurs passent, ils prennent des taxes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de leur demander où ils ont eu l'autorisation. Nous ne pouvons pas donner d'autorisation à des commerçants pour s'installer anarchiquement. Donc nous-mêmes, nous combattons, et quand nous sommes saisis des nuisances de ces commerçants, nous les enlevons. Donc nous sensibilisons, nous faisons ce que nous pouvons. Par exemple, pour les problèmes de coulement des eaux usées, nous avons un service d'hygiène qui rentre dans les ménages, mais malheureusement, quelquefois, l'accueil qu'on leur réserve n'est pas celui qu'on doit réserver à quelqu'un qui vient faire du bien. Et vous avez la police municipale, je pense qu'il pourrait peut-être accompagner ces agents pour que les opérations se déroulent bien. La police municipale les accompagne nécessairement quand vous avez une horde de 200 personnes qui se regroupent sur 3 agents municipaux. Je pense que le rapport n'est pas à la faveur. Et très souvent, nous sollicitons la police et la gendarmerie pour nous appuyer, mais nous n'allons pas passer notre temps à faire que ça. Nous pensons que la population devrait comprendre que c'est dans son intérêt que nous venons chez eux, dans les cours, pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé, voilà ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une bonne santé. Donc, le président de la République a voulu d'un Ivoirien nouveau, et je pense que l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui doit d'abord respecter son environnement. C'est celui qui doit respecter son cadre de vie. C'est celui qui doit
fait en sorte que chaque acte qu'il pose contribue à l'amélioration de son quotidien et du quotidien de l'autre. Monsieur le maire, on voit que dans la commune de Koumassi, il y a certaines voies qui sont carrément coupées. On ne peut pas y passer. On doit faire des grands détours pour avoir accès à certains endroits. Est-ce que des sites comme ça sont identifiés? Est-ce qu'il y a un calendrier d'intervention qui a été mis en place à Koumassi? Les sites sont identifiés et d'après les derniers renseignements que j'ai eus, les études de faisabilité sont menées. Nous avons eu le coordinateur du PRICI qui nous a dit que le dossier est avancé. C'est à l'arbitrage au niveau des instances dirigeantes du pays. Et nous attendons qu'ils nous reviennent avec des projets pour que véritablement nous puissions sortir de ce calvaire. Cela aussi a une explication parce que Koumassi, aujourd'hui, compte tenu d'une zone industrielle, avec le regain d'activité économique, le nombre de véhicules qui empruntent ces voies a augmenté et de plus en plus de camions. Ces voies n'ont pas connu de réhabilitation depuis les années 90. Avec l'utilisation abusive de ces voies, évidemment, il y a la dégradation. Il faut ajouter à cela le phénomène que nous avons décrié tout à l'heure et qui est le comportement anarchique des populations qui trouvent le malin plaisir à brancher les eaux usées n'importe où et n'importe comment. Alors, ça a dit, monsieur le maire, qu'on ne sait pas encore quand est-ce que ces problèmes vont commencer à être résolus. Est-ce qu'il n'y a pas encore de chronogramme? On ne sait pas quand les travaux d'assainissement vont démarrer à Koumassi. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que nous avions, avec l'ONAD et la SODECI Assainissement, entrepris une collaboration. Déjà, l'ONAD a commencé à détruire les maisons en question. Oui, ça c'est spécifique au quartier d'Ivo. Non, mais ça, je crois que ça va s'étendre à d'autres quartiers. Nous avons le DG de l'ONAD et moi, nous nous appelons souvent. Après le quartier d'Ivo, ça va s'étendre à d'autres quartiers. Et maintenant, le ministre aussi a dans son schéma un plan de déguerpissement de toutes les installations sauvages. Nous nous inscrirons dans ce schéma-là pour faire avancer les choses. Alors, jusqu'à quand est-ce que les populations de Koumassi peuvent espérer que ces travaux vont réellement commencer, monsieur le maire? Malheureusement, si ça ne dépendait que de moi, j'allais dire demain, ou même aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, l'État a beaucoup de priorités. Nous le comprenons, mais nous pleurons, nous implorons et nous insistons pour que véritablement Koumassi fasse partie des priorités et nous pensons pouvoir être entendus dans les meilleurs délais. Alors, en attendant, quels sont vos projets vraiment à très court terme pour Koumassi avec les quelques moyens dont la mairie dispose? Bon, en dehors de ces problèmes de désagrément, de voirie et d'assainissement, Koumassi travaille. Chaque année, nous avons notre budget que nous exécutons. Nous en profitons pour mettre le maximum d'enfants à l'école. Nous construisons des écoles maternelles, nous réhabilitons des écoles et nous avons un projet phare, notre projet d'hôtel communal, parce que quand vous rentrez dans les locaux de la mairie de Koumassi, c'est des bâtiments qui datent des années 70. Il ne se passe pas de jour sans que nous ayons des pannes d'électricité. Donc nous avons tous ces travaux-là qui sont en cours. Nous poursuivons le travail d'éclairage public des rues, malgré les difficultés qui sont les nôtres, et nous faisons en sorte que certains quartiers bénéficient du minimum d'équipement. Notre projet phare a été la restructuration des quartiers précaires. Nous avons permis à des quartiers où on ne pouvait pas entrer aujourd'hui d'avoir des immeubles. Nous pensons que ces quartiers doivent pouvoir bénéficier d'infrastructures. Nous donnons donc, avec nos maigres moyens, ce que nous pouvons pour que ces quartiers soient équipés en marché, en espace de jeu, en commissariat, en école et autres. Ce travail se fait très bien. Merci, monsieur le maire. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout, restez sur RTI 1. Très bon dimanche à tous. Merci à vous.